Je me nomme Sylvie Kolomoni. Je suis huissier de justice auprès de la Cour d'appel du Haut-Katanga, coordinatrice de l'association La Voix du Savoir et membre de l'association de femmes juristes congolaises. Je viens par la présente vous résumer en fait l'article que j'ai écrit en lien avec la source du fleuve Congo et comment est-ce que la communauté de Myombo, qui est la forêt qui est tout autour de la source du fleuve Congo, pouvait sauver le fleuve Congo. En réalité, en fait, j'ai mis en exergue le fait que la RDC, à un certain moment, était sujet à discussion. La problématique tournait tout autour de ces questionnements sur la possibilité de transfert de l'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad. Et il y a eu beaucoup d'informations et moi, personnellement, je m'étais intéressée à la question de savoir quelle était en fait la réalité d'abord de ce fleuve qui, à un certain moment, faisait l'objet des discussions. Et je m'étais rendu compte que chaque année, le fleuve diminuait en eau. Et je me suis intéressée à la source de ce fleuve. Et c'est comme ça que je m'étais rendue au Katanga, précisément dans la province du Katanga. Nous sommes partis dans la ville de Likase, le territoire de Congo, précisément au village de la source qui est à 35 km de la source du fleuve Congo. La source du fleuve Congo, c'est juste une nappe boueuse qui n'a pas qui a environ 1 mètre de périmètre. Et cette source-là connaît à ce jour des menaces. Nous avons identifié quelques menaces que nous avons catégorisées en 4. C'est que nous sommes partis du fait que avant, c'était juste 2 ethnies qui étaient tout autour de cette source. Et ces ethnies-là observaient leur tradition. Et la tradition voudrait que pour aller à la source du fleuve Congo, il faut présenter des civilités au chef du village. Et le chef du village doit vous donner des gens, le cortège des gens qui doivent vous accompagner pour que vous puissiez retourner. La sanction, quand vous n'observez pas ces rites, c'est que vous allez vous perdre. Dans le monde visible, il faudrait qu'il y ait des cérémonies pour qu'on puisse vous retrouver. Et cette tradition protège en fait la source du fleuve Congo à seulement 40 mètres de périmètre. Alors, loin de ces 40 mètres de périmètre sur l'étendue de 280 km², nous trouvons beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que nous puissions avoir de sérieux problèmes par rapport à ces grands fleuves qui est le 2e poumon mondial en termes de forêt. C'est que nous avons des besoins croissants d'abord des habitants de grandes villes de l'ex-province du Katanga, où il y a ce besoin en termes de coupe de bois pour l'énergie, parce que la réalité c'est que pour la province du Haut-Katanga, nous n'avons que 22% de courant qui sont attribués à cette province et 20% sont dirigés vers les entreprises minières et la population se partage le 2%. Et le 2%, le nombre croissant des ménages fait qu'on n'arrive pas à satisfaire toute la population et les communautés pour vivre doivent recourir à la forêt, ce qui mène une pression sur la forêt. Nous avons découvert que là, au niveau du bassin versant du fleuve Congo, il y a de mauvaises pratiques séculaires des populations qui, par exemple, pour avoir des produits non ligneux, sont obligés de couper les arbres afin d'avoir des chenilles. Ils ont l'habitude de faire des cultures sur brûlis. Ils ont l'habitude de faire le feu de brousse chaque mois d'août pour essayer d'attraper quelques animaux, bien arranger la terre pour l'agriculture. Toutes ces pratiques-là sont en train de mettre la pression aussi sur le bassin versant du fleuve Congo.
nous avons en outre le déboisement systématique et non contrôlé. Nous avons trouvé qu'il y a des populations et en majorité des Indiens qui exploitent les grumes. Et ces grumes-là sont sortis du côté de la Zambie et chemin faisant, ils peuvent couper les jeunes plantes, ils peuvent arracher certains éléments de l'écosystème sans être inquiétés. Et ce qui est aussi un peu plus grave, c'est que nous avons trouvé qu'il y a des entreprises, on peut dire des artisanaux, mais à grands capitaux, qui font de l'exploitation semi-industrielle. Et c'est qu'on ne sait pas le contrôler. Nous avons trouvé qu'il y a des creuseurs qui utilisent des fois des produits chimiques qui sont déversés dans la nature. Nous avons trouvé qu'il y a des populations pendant des saisons sèches qui vont là-bas pour couper, faire la braise. Et toutes ces pratiques-là sont en train de menacer en fait le bassin versant du fleuve Congo. Or, la vie au Congo, c'est tout autour de ce fleuve. Et nul n'ignore l'importance de ce fleuve par rapport au bassin du Congo. Le bassin du Congo, d'après les informations de notre connaissance, c'est environ 3 millions de kilomètres au carré, dont la moitié est rien qu'en RDC. Et comme vous pouvez le remarquer, ici à Kinshasa, où nous nous trouvons présentement, l'eau a tellement tari. Pendant la saison de pluie, l'eau arrive même jusqu'au niveau du pont. Mais pendant la saison sèche, regardez ce qui se passe pendant la saison sèche, l'eau diminue chaque année. Mais malheureusement, nous n'avons pas de données, nous n'avons pas des études qui essaient de comprendre pourquoi cette diminution en quantité d'eau. Nous avons cherché, par exemple, pour ce qui est de la consommation de bois de chauffe, nous avons trouvé qu'il y avait une étude qui était menée en 2018. Et pour cette étude, les données par rapport à la consommation en termes de bois dataient de 2008. Donc 10 ans après, il n'y avait pas de données. De 2018 en 2023, nous n'avons pas toujours de données. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de dire pour ne pas avoir un tableau peint en noir? C'est que nous nous disons qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour sauver le fleuve Congo. Et pour bien sauver le fleuve Congo, nous devons nous intéresser à la source du fleuve Congo. Et ces opportunités-là sont en termes d'information, en termes de capacitation. Ce que nous avons pensé et ce qui a été prouvé par les interviews, après les interviews que nous avons passées, c'est que les communautés qui vivent dans la forêt de Myombo, qui est une forêt claire, peuvent sauver le fleuve Congo. Parce que quand ils auront la bonne information, quand ces communautés auront des formations par rapport aux informations en termes d'atténuation et d'adaptation, ces communautés vont sensiblement contribuer à ce que nous puissions trouver un peu de l'équilibre. Pourquoi? Parce que nous avons appris que ces communautés ont vécu longtemps auprès de la source du fleuve Congo et cette communauté a conservé à sa manière la source du fleuve Congo. La modernité peut venir s'ajouter sur ce qui est déjà de traditionnel, par exemple avec des initiatives que le gouvernement a mis en place, des concessions communautaires. Ça peut permettre à ce que nous puissions sauver le fleuve, la source du fleuve Congo et partant le fleuve du Congo et sauver en fait le monde parce que la RDC contribue sensiblement au niveau de forêt tropicale qui est le deuxième forêt après l'Amazonie. Nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions travailler par rapport au niveau institutionnel. Les décisions en termes de la conservation de la nature, c'est des décisions qui sont horizontales et si nous pouvions travailler au niveau vertical, ça permettra à ce que les données de terrain puissent être bien traitées et que ceux qui sont en train de gérer au quotidien ces données puissent mener des plaidoyers ou bien initier des activités qui vont faire à ce qu'on puisse conserver la nature. Nous n'avons pas le même type de forêt au nord tout comme au sud. Pour ce qui est de forêt de Myombo, d'après les études que nous avons vues, c'est des forêts qui peuvent regorger jusqu'à 360 kilos de gaz à effet de serre si c'est bien conservé. Alors, l'exploitation que nous déplorons pour l'instant, l'exploitation minière à ciel ouvert, ne nous rend pas la tâche facile.
Vous avez par exemple pour le Haut-Katanga 81 permis d'exploitation, pour oui, permis de gestion de déchets. Vous avez pour le Lualaba 450 entreprises minières qui travaillent à ciel ouvert. C'est que c'est des agglomérations qui sont vraiment consommées par ces entreprises industrielles minières. Et les régés même de ces entreprises minières ne sont pas bien contrôlés en dehors des sites miniers. Le gouvernement à ce niveau-là accuse encore de faiblesse et nous pouvons demander à ce que le gouvernement puisse renforcer et permettre à ce que, par exemple, les zones d'exploitation au niveau provincial puissent participer à des initiatives sud-sud. Par exemple, pour ce qui est de la province du Haut-Katanga, depuis que cette coordination provinciale existe, elle n'a jamais participé à aucune COP. Donc, on n'a pas des informations de terrain. C'est Kinshasa qui prend le devant, c'est Kinshasa qui participe, mais Kinshasa n'a pas les réalités de terrain, sinon c'est au papier. Mais au quotidien, cela fait défaut. Nous avons des phénomènes que nous sommes en train de fustiger, c'est le phénomène d'accaparement de terre pour de fin de spéculation minière. Ça fait qu'on prend des agglomérations, de grandes agglomérations qui sont confisquées presque par les autorités politiques ou sinon les autorités administratives, et les communautés sont chassées de leurs terres naturelles. Les premiers occupants n'ont pas pratiquement le droit. Vous avez des gens qui peuvent acheter jusqu'à 50 000 hectares, 2 000 hectares, et les rivières, le cours d'eau et la façon d'exploiter échappent pratiquement au contrôle de communautés, et cela fait que nous avons un sérieux problème et qui fait un effet d'entraînement. Moins on aura de l'eau, moins la nappe sera fournie, moins le sol sera aussi fourni en eau et en énergie, moins on aura la nourriture, plus on aura de pauvres, on aura des gens qui sont affamés, et ça risque un jour que la RDC puisse quitter le sol qui est envié par exemple pour le projet Transat, où on est en train de chercher comment prendre l'eau de la RDC, amener ça ailleurs. Et nous risquons de connaître ce que les autres sont en train d'appeler la guerre de l'eau en RDC, et nous voir, nous Congolais, quitter notre sol pour aller chercher l'eau. Et nous demandons à ce que tous ceux qui nous entendent puissent prendre conscience que c'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est notre planète, c'est notre territoire, c'est notre monde. Et ce qui se passe en RDC a des impacts au niveau mondial. Essayons de travailler ensemble pour que nous puissions arrêter l'inaction par rapport au phénomène de tarissement du fleuve Congo. Je vous remercie.